Les drapeaux au carnaval. Mesdames, Messieurs, par respect pour cet hommage, je vous demanderai tous de vérifier que nos portables soient bien éteints, s'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet, mon général, messieurs les officiers généraux, monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, à la demande de madame Edwina Cormier, de vous accueillir aujourd'hui pour rendre hommage à monsieur Jacques Cormier, Caunois disparu au printemps dernier durant la difficile crise sanitaire qui frappe encore notre pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Cosne-sur-Loire. Je vais passer maintenant la parole à monsieur le général d'armée Bernard Torette, qui va présider cette cérémonie. Merci, monsieur le maire. Merci. Alors, je vais enlever mon masque parce que j'ai de la buée sur mes lunettes instantanément. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir dans votre belle ville. Rassurez-vous, je ne vais pas parler longtemps. Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Je suis le général d'armée Bernard Torette, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, Saint-Cyrien, et je salue le représentant de la Saint-Cyrienne, ancien parachutiste, et je salue tous mes camarades anciens parachutistes présents, et ami d'Yves et Martine Mallier, et je suis quasiment voisin, puisque nous louons avec ma femme Anne-Marie, qui est ici, une maison à l'année, à côté d'Aubigny-sur-Ner. C'est un autre département, mais c'est pas loin. Alors ces quelques motifs justifient ma présence parmi vous et justifient la proposition qui m'a été faite il y a quelques semaines par Yves Mallier de présider la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui autour de la mémoire de Jacques Cormier et en présence de son épouse. Célébrer la mémoire, c'est essentiel. Jacques Cormier a disparu, vous le disiez, monsieur le maire, au pire moment avec cet affreux Covid, mais il représentait toute une génération de combattants de la France en Indochine, dont beaucoup d'entre eux ont donné leur vie pour la France et qui ont été à cette époque des combattants méconnus, même quelquefois pire que cela. Donc célébrer la mémoire de Jacques Cormier et à travers lui la mémoire des combattants qui ont donné leur vie pour la France, je crois que c'est quelque chose de bien et c'est aussi pour cela que j'ai accepté d'emblée de participer à cette cérémonie. Voilà les quelques mots que je voulais dire, simplement pour justifier et expliquer pourquoi j'étais là. Et avant de céder la parole donc à Yves Mallier, qui va faire le panégyrique, mais vous verrez qu'il est glorieux, de Jacques Cormier, je souhaite encore une fois, monsieur le maire, vous remercier et remercier tous les représentants ici présents de l'État, monsieur le sous-préfet, de la gendarmerie, des armées, qui nous font l'honneur et l'amitié de participer à cette célébration. Merci. Les drapeaux, repos, assis. Bonjour. Jacques Cormier est né à Caunes le 21 mai 1925. Il nous a quittés le 30 mai 2020, en un temps où la Covid bouleversait les cérémonies obsèques. Il appartient à une grande famille caunoise installée dans cette ville depuis plus de 2 siècles. On retrouve depuis plusieurs générations dans différents secteurs d'activité économique, industrielle, agricole, sociale et culturelle de nombreux acteurs importants issus de cette famille. On le dit parfois, une femme ou un homme de caractère sont le plus souvent issus d'une famille de caractère. Cela se vérifie si bien avec Jacques. Ainsi, jadis, pour ne prendre que quelques exemples, Reine Cormier fut une des premières femmes diplômées de la prestigieuse École nationale des chartes. Étienne Cormier, né à Caunes en 1766, fut le premier entrepreneur de construction d'une lignée dont Georges, frère aîné de Jacques, fut l'héritier en 6e génération. Saluons parmi nous la présence de Marthe, la veuve de Georges. Son plus jeune frère Michel, que nous saluons aussi, choisit une carrière industrielle au sein de la compagnie Saint-Gobain.
Les grands-parents maternels de Jacques, Antoinette et Ferdinand Mellet, ont eux aussi beaucoup marqué sa jeunesse et contribué à son éducation. Il passait une grande partie de ses vacances scolaires chez eux. Ils exploitaient la ferme du château de la Motte, château appartenant à Georges Villiers, un grand industriel de la métallurgie, très proche de la famille et qui avait une affection toute particulière pour Jacques. Rappelons que Georges Villiers, maire de Lyon, révoqué par Vichy, résistant déporté à Dachau, fut à partir de 1946, et ce pour 20 ans, le président du Conseil national du patronat français. Le père de Jacques, Georges Cormier, dirigeait l'entreprise de construction déjà évoquée. Résistant durant la guerre, il eut beaucoup d'influence sur l'éducation et l'orientation de Jacques. Ainsi, et par exemple, ce dernier me dit combien, à 6 ans, la visite de l'exposition coloniale de 1931 le frappa profondément, constitua un premier émerveillement d'enfant et généra ses premiers rêves de découverte. On est tous avec de très vieux souvenirs de notre enfance et on ne mesure pas toujours combien ces souvenirs-là peuvent être déterminants dans notre vie future. Ah, je vous prie de m'excuser, j'ai des papiers qui s'envolent. Toujours grâce à ses parents, la longue visite du pavillon des nations de l'exposition universelle de 1937, donc à 12 ans, fut l'occasion d'une merveilleuse invitation à mieux connaître la géographie et l'histoire du monde qui resteront ensuite, et toute sa vie, parmi ses plus fortes passions. Il me dit combien cette exposition universelle fut aussi, pour l'adolescent, la première mesure concrète, palpable, bien que confuse vu son âge, des affrontements entre deux puissances hégémoniques, l'Allemagne et la Russie. Je vous rappelle, on était en 1937. Il me dit encore avoir été transformé dans son adolescence par ses rencontres avec M. Hegelet, jeune Saint-Cyrien dont les parents habitaient Cône. Pardonnez-moi d'oublier quelques instants la chronologie pour poursuivre la vue de l'environnement familial de Jacques. Il épousera à Paris en 1955 Monique d'Esparbès, rencontrée dès 1949. Ils auront 4 enfants, Dominique, Henri, Jean-Yves et Emmanuel, que nous saluons aujourd'hui, comme nous saluons aussi leurs 5 petits-enfants, Léo et Lucille, Ekem, Maxime et Alicia. La famille de Monique d'Esparbès a eu plusieurs membres très actifs dans le domaine de la culture. Parmi eux, on peut citer son grand-père, Georges d'Esparbès, écrivain de romans historiques et conservateur du musée de Fontainebleau, inconditionnel admirateur de l'épopée napoléonienne, au point d'être surnommé par ses pairs conservateurs le dernier grognard. Citons aussi le père de Monique, Jean d'Esparbès, peintre parisien réputé. Je vous invite à aller visiter sur Internet les tableaux de Jean d'Esparbès, tandis que l'ascendance maternelle de Monique était riche de magistrats de talent. Malheureusement, sa chère épouse, qui l'accompagnait avec ses enfants dans ses derniers postes à l'étranger, décéda trop tôt, en 1988. Après avoir vu, certes trop rapidement, quelques-unes, et simplement quelques-unes des très riches diversités existant dans la famille de Jacques, revenons au jeune homme. Grâce à son éducation familiale, à ses rencontres, à son goût d'explorateur, à la forte imbrication des valeurs chrétiennes très tôt apprises, à l'attachement viscéral à la France, à la passion de l'adolescent via l'histoire et la géographie pour l'Empire français, sa destinée bascula très tôt. La défaite de 1940. La défaite de 1940 et l'arrivée des Allemands à Cône poussèrent le père de Jacques à mettre un court temps sa famille à l'abri en Auvergne. C'est là que Jacques découvrit les premiers échos de l'appel du général de Gaulle. Puis très vite, revenu à Cône dans le creuset familial, la famille poursuivit l'écoute attentive des messages de Radio Londres jusqu'au si important début du Vers de Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne, messages codés diffusés le 1er, le 2, le 3 et le 4 juin 1944 pour charger les résistants des réseaux ventriloquistes et SOE de saboter les installations ferroviaires en préalable au très proche débarquement annoncé le 5 juin par le reste du Vers de Verlaine, blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Jacques fut profondément marqué par l'action du général de Gaulle durant les 5 années de son adolescence. La vocation professionnelle de Jacques doit à toutes les raisons que nous venons d'évoquer, mais aussi à l'action patriotique de son père et de son frère aîné dans la résistance, avec notamment leur soutien aux réfugiés, la fourniture de faux papiers, l'aide aux prisonniers déserteurs, la cache et l'exfiltration des pilotes d'avions alliés descendus, tandis que Jacques ne manquait pas de contribuer un peu et dans les limites que lui imposait son jeune âge. Bientôt, le baccalauréat Mathelem est en poche, avec de très grosses notes en français, philosophie, histoire, géographie, langues étrangères, compensant des notes plus modestes en mathématiques. Dans cette période très troublée et dangereuse, son choix de vie est fait. C'est celui d'un jeune patriote prioritairement attaché à la France. Il quitte Cosne en septembre 1944 pour aller préparer le concours de Saint-Cyr au lycée Saint-Louis à Paris. Paris libéré depuis 2 semaines. Quelques mois après, avide d'action et d'engagement en faveur de la défense de la nation, et sans attendre le résultat du concours de Saint-Cyr, il s'engage pour 8 ans via l'école spéciale militaire d'Angers, où il est affecté le 14 décembre 1945. Nommé au grade de sergent le 16 mars 1946, il est affecté au 99e régiment d'infanterie, le 99e RIA, à Bourg-Saint-Maurice, dont il est rapidement détaché à l'école des cadres de Rouffach, où pour la première fois, il va faire la rencontre du général de Lattre de Tassigny. L'histoire nous rappelle que ce régiment, le 99e RIA, fut créé sous le nom de Régiment des Deux Ponts par Louis XV en 1757, qu'il fut très engagé dans la terrible guerre de 7 ans, avant de constituer une importante partie du corps expéditionnaire français qui, avec Lafayette et sous les ordres du comte de Rochambeau, lutta pour l'indépendance américaine. Connut plusieurs victoires en Virginie, associées aux troupes de résistants de George Washington, jusqu'à la très forte part prise par ce régiment dans la victoire décisive de Yorktown en 1781, victoire qui marqua le début de l'indépendance américaine. Ce régiment fut encore en première ligne dans les guerres européennes menées durant la Révolution, l'Assemblée constituante le nommant désormais 99e RIA. Mais revenons à Jacques. Reçu au concours d'entrée à Saint-Cyr de 1945, comme en atteste le journal officiel du 22 août 1945, il entre à l'école spéciale militaire interarmes en qualité d'élève officier saint-cyrien de la promotion Nouveau Bahut, alors que cette prestigieuse école s'installe à Couët-Quidan. Il me fut dit par un ami, que certains ont peut-être connu, le colonel Henri Pinchemaille, un temps cadre de cette école, que Jacques eut au concours, au milieu des candidats des grands lycées parisiens, la meilleure note de l'ensemble des matières littéraires et des sciences humaines. Dans cette période, il est très marqué par la rigueur et la chaleur du général de Lattre de Tassigny. Le roi Jean, toujours très près de ses lieutenants et de ses capitaines, tient à éduquer les jeunes officiers dans tous les domaines. Le maniement d'armes et la stratégie, bien sûr, mais aussi l'hygiène, le respect des autres, la capacité d'écoute, l'aptitude à la synthèse, etc. Bien que toujours très modeste, Jacques gardera la fierté d'avoir été promu sous-lieutenant en octobre 1947 par ce chef de guerre hors pair. Leur première rencontre, on l'a déjà dit, se firent à l'automne 1946 au camp de Rouffach en Alsace. À la sortie de Saint-Cyr-Couët-Quidan, il fait le choix, le 10 novembre 1947, de l'infanterie coloniale. Il rejoint l'école d'application d'Auvour. En fin de cours, il est affecté au 1er bataillon colonial de commandos parachutistes comme il le souhaitait. Il est accueilli par le colonel Massu, qui le servira plus tard en opération. Sa connaissance du saut se perfectionne à l'école des transports aéroportés de Pau, sur Dakota et Ju-52. Il y reçoit le brevet, soyons précis, numéro 28646, le 21 janvier 1949, tandis qu'il se spécialise dans les combats d'infanterie à l'école d'application près du Havre. Toutes ces formations montrent combien est réellement vécue la devise napoléonienne de l'école de Saint-Cyr. Les Saint-Cyriens s'instruisent pour vaincre. Jacques est nommé chef de section au 1er bataillon colonial de commandos parachutistes. Avec ce premier commandement,
il continue de préparer méticuleusement son départ vers l'Indochine. À côté des arts du combat, renfort des qualités humaines, de la morale, de l'exemplarité, de la rigueur font fortement partie de cette préparation du lieutenant Jacques Cormier. En novembre 1949, il quitte en train, avec beaucoup d'autres Saint-Cyriens, Coëtquidan pour Marseille. Un bref arrêt à la gare de Bourges lui permet d'embrasser, excusez-moi, je la vois très enrouée, lui permet d'embrasser sa famille. Le 15 novembre, il embarque à Marseille sur le Pasteur et débarque le 7 décembre, 3 semaines plus tard, au Cap Saint-Jean, tout au sud de la Cochinchine, près de Saïgon. Il est affecté au 1er bataillon colonial de commandos parachutistes qui devient le premier groupement de commandos coloniaux parachutistes, puis le 1er bataillon de parachutistes coloniaux. Une dizaine de Saint-Cyriens de la même promotion se retrouvent dans les commandos parachutistes. Très peu d'années plus tard, il sera le seul survivant valide, ses camarades étant morts au combat, ou très gravement blessés, ou prisonniers des Viettes, dans les pires conditions sanitaires et psychologiques. Très peu en reviendront d'ailleurs. À son arrivée en Cochinchine, son bataillon prend ses quartiers à 20 km au nord de Saïgon. Logé chez l'habitant, il communique beaucoup avec les familles qui accueillent ces hommes. Puis en mars 1950, le bataillon fait mouvement vers la région de Pursa, au Cambodge, et conduit des opérations très dangereuses au cours desquelles le capitaine Roger, son chef direct, qui était avec lui depuis l'arrêt du train à Bourges, est tué comme de très nombreux membres de son commando. C'est dans les très difficiles conditions de ces combats meurtriers menés face à des troupes très entraînées, très renseignées et très efficacement armées et ravitaillées par la Russie de Staline et la Chine de Mao Tse-tung qu'il me dit mesurer très vite, dans l'âpreté et la cruauté des combats, que l'enjeu n'était pas, comme on feignait de le croire en France ou de le faire croire, la conservation des plantations d'EVA de l'entreprise Michelin et la protection d'autres richesses économiques de l'Indochine, mais une lutte à mort pour arrêter dans cette partie du monde la prolifération du communisme déjà attaché localement à tuer tous les opposants du sud-est asiatique. Nous ne pouvons suivre Jacques au quotidien tant beaucoup d'éléments nous manquent. Continuons cependant. En août 1950, il est affecté à la première compagnie indo-chinoise parachutiste composée de Vietnamiens et de Cambodgiens. Dans cette compagnie, Jacques prend le commandement du 3e commando cambodgien qui fut en combat permanent. Son efficace commandement et plusieurs victoires contre les Viettes lui vaudront, dès novembre, la première de ses 6 citations et l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec étoile d'argent. Il a 25 ans. Il demeure que 1950 fut une année très difficile sur tous les fronts, et plus encore au Tonkin, où les Viet Minh étaient très organisés en régiments et divisions. Jacques me dit combien la coûteuse défaite de la route coloniale 4, la RC4, faisant dans notre armée 5000 tués ou gravement blessés et 3000 prisonniers, dont plus de 2000 ne reviendront pas de leur captivité, jointe au très mauvais climat entretenu par trop de médias et trop de responsables politiques indignes en métropole, fut un tournant dans la guerre. Alors que le moral de l'armée et de la population déclinait, heureusement, l'arrivée du général Delattre de Tassigny fut un électrochoc très positif. Investi des pouvoirs militaires, mais aussi des pouvoirs civils, celui que beaucoup appelaient le roi Jean, tint à ses officiers, Jacques m'en a témoigné plusieurs fois avec admiration et émotion, un langage à la fois très ferme et très humain. Les effets furent immédiats dans les batailles de Vignyen et de Maoké. Malheureusement, ce puissant électrochoc, dû à la forte personnalité du général Delattre de Tassigny, allait être interrompu par le départ de ce général en chef qui, après la mort de son fils au combat, dut en décembre 1951, très gravement malade, rentrer en urgence en France pour mourir quelques semaines plus tard. C'est au cours de ces combats, de septembre à décembre 1951, que ces hommes ont surnommé Jacques Cormier l'enfant chéri de la victoire. Ils l'appelaient le CV. Très présent dans ces combats, sautant le plus souvent en tête de sa compagnie, Jacques Cormier s'est particulièrement distingué à Nhian Lao, à Ao Bain et dans les furieuses batailles de la Rivière Noire. Il se vit décerner, le 19 novembre 1951,
La croix de guerre avec palme par le général de Lattre de Tassigny, très épuisé, qui, par son cancer avancé, mais au visage et aux propos toujours aussi lumineux, me dit Jacques. Il a gardé des photos de cette partie-là, de cette remise. Quelques jours avant, le 16 novembre, il avait été convoqué, seul, par le général Salan, futur commandant en chef, afin que Jacques lui présente les actions victorieuses récentes de son unité, actions dont le général Salan avait entendu parler dès son arrivée à l'état-major. En décembre 1951, le bataillon de Jacques sera très engagé avec de très grosses pertes dans de cruelles batailles dont, très marqué par le souvenir du grand nombre de camarades tombés autour de lui, il ne me parla jamais. Aujourd'hui, 7 décennies plus tard, respectons sa volonté et inclinons-nous devant le souvenir de tous ses compagnons morts pour la France dans cette période. À la suite de sa citation à l'ordre de l'armée le 25, de sa nouvelle citation à l'ordre de l'armée le 25 janvier 1952, Jean Le Tourneau, ministre de la France d'Outre-mer dans le gouvernement de Georges Bidault, et le général Salan, nouveau commandant en chef, lui remettent la croix de guerre des théâtres d'opération avec une nouvelle palme et le font chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Jacques a 26 ans. Je devrais dire n'a que 26 ans. En février 1952, je vous prie de m'excuser, je vois trop Jacques me parlant de ça. En février 1952, il est affecté à Paris et part le cœur plein d'émotions tant il dit mesurer sa grande chance. La plupart de ses compagnons embarqués avec lui sur le Pasteur en 1949 sont morts ou prisonniers ou gravement invalides. Le voyage aérien à Lyon commence par des pannes au décollage, changement d'avion, puis escale à Calcutta, à Karachi, à Beyrouth, pour toucher Orly 8 jours plus tard. 8 jours de profonde réflexion sur cette guerre, sur ses chefs les plus charismatiques, sur son attachement à la religion, mais aussi à la position de trop de Français si peu respectueux de tous ces morts pour notre pays. Français que le jeune parachutiste allait devoir croiser en métropole. Il a 3 mois de permission pour retrouver sa chère famille qu'il a toujours fortement soutenue. Cette permission lui permettra aussi de retrouver Monique d'Esparbès, rencontrée à Cône avant son départ en Indochine. Durant cette permission, il tint aussi à visiter les familles de compagnons d'armes disparus ou gravement blessés, sillonnant la France donc avec sa 203 toute neuve pour rencontrer ses familles, m'avait-il raconté. Puis le lieutenant Cormier rejoint son unité, le 1er bataillon de parachutistes coloniaux, défile à leur tête aux Champs-Élysées pour le 14 juillet 1952, avant d'être désigné pour une formation au Centre d'études asiatiques et africaines. Il y perfectionnera aussi sa connaissance du vietnamien. En avril 1953, il embarque à Marseille sur le Kerguelen pour Saïgon. Il est mis à disposition du chef de la mission militaire française près le gouverneur royal laotien, avec pour première mission, en position hors cadre, celle de rebâtir le 1er bataillon de parachutistes laotiens dont les soldats laotiens ont pour la plupart été tués ou se sont enfuis lors d'une grande offensive Viet Minh. Le commandant et les officiers français de cette unité quasi anéantie ont tous été tués ou portés disparus, à l'exception d'un seul sous-officier gravement blessé et miraculeusement rescapé. Jacques, dont le charisme est connu, retrouve quelques officiers français volontaires pour l'accompagner et accueille un grand nombre de volontaires laotiens au camp de Chinhae Mao. Et cela pour reconstituer ce bataillon. Le 1er bataillon de parachutistes laotiens, remis en ordre de marche par Jacques, conduit des opérations dans le Nord Laos sur des terrains très accidentés entre le sommet des montagnes et la rivière Nam Ho, qui coule vers le Mékong depuis la région de Dien Bien Phu, à la frontière du Laos et du Tonkin. Son remarquable comportement lui vaudra une nouvelle citation avec attribution sur sa croix de guerre d'une étoile de bronze. Jacques Cormier m'a expliqué que le royaume du Laos et la France avaient un accord qui contraignait la France à défendre le territoire laotien en cas d'invasion. Le choix du camp de Dien Bien Phu, de la position géographique de Dien Bien Phu, je veux dire, situé dans une position si difficile à défendre, doit beaucoup à cet accord
car cette position commande l'accès au nord du Laos. Alors qu'à Paris et Genève commençaient les discussions sur l'avenir de l'Indochine, Giap, le commandant des forces vietnamines, comprend l'importance militaire et surtout politique de ce combat. Il va y engager, avec l'aide considérablement accrue de la Chine de Mao Tse-tung, toutes ses forces militaires, mais aussi toutes ses capacités d'intendance et celles de ses alliés chinois. Malgré l'importante aide américaine à l'armée française en avions et armes, aide initialement négociée par le général de Lattre de Tassigny, qui s'était rendu aux États-Unis pour cela, 2 ans plus tôt, l'histoire nous dit ce qui est résultat de cette bataille de Dien Bien Phu. Nous le connaissons tous. Pour en rester aux seuls parachutistes engagés dans l'opération Castor, les forces commandées par le général Gilles comprenaient le 6e bataillon parachutiste de Marcel Bijard, le 1er bataillon parachutiste de Souquet et le 2e régiment de chasseurs parachutistes de Bréchignac. Pardon, je me débarrasse des feuilles avant qu'elles tombent à mes pieds. En appui, le 1er bataillon de parachutistes laotiens, commandé par Jacques Cormier, et 3 autres bataillons avaient en charge de contribuer à soulager les assiégés de Dien Bien Phu en conduisant des opérations de dégagement et de harcèlement de l'ennemi. Il en fut par exemple ainsi dans la vallée de Nam O de l'opération Condor, qui avait pour but de progresser à partir de Muong Khoa vers Dien Bien Phu pour s'efforcer d'attirer vers eux une partie des forces ennemies qui étranglaient la garnison française de plus en plus affaiblie. Mais, me dit Jacques, bien qu'arrivés au contact des forces françaises encerclées à Dien Bien Phu, les forces de ces 4 bataillons, très affaiblies en nombre par leur action de harcèlement de l'ennemi, n'étaient pas à l'échelle. La chute de Dien Bien Phu, quelques semaines plus tard, le 8 mai 1954, allait marquer la fin de la guerre d'Indochine. En fait, Dien Bien Phu a été, historiquement et depuis des siècles, la porte habituelle des invasions venues de Chine. Aussi, empêcher les Viettes de marcher vers la capitale Est était un des objectifs du plan Navarre, plan dont la réussite supposait des renforts importants. Le général Navarre est allé à Paris les demander. Ces renforts lui ont été fermement promis par le gouvernement, mais ils n'arriveront jamais. Edgar Faure, président du Conseil, on dirait Premier ministre aujourd'hui, en 1952 puis en 1955-56, dira plus tard, pour justifier les indignes choix politiques de nos gouvernants, je le cite, « On redoutait de dégarnir au profit de l'Indochine le dispositif de défense européenne. On s'est ainsi condamné à perdre une guerre qui sévissait réellement afin de ne pas compromettre nos chances dans une autre guerre totalement imaginaire dont le bon sens indiquait qu'elle n'éclaterait jamais. » Très cruel, cynique et douloureux aveu d'un ministre vedette des gouvernements fugitifs de cette 4e République, République déjà si proche de l'agonie. Pour Jacques, profondément patriote, la grandeur et le rayonnement de la France étaient essentiels. Aussi, sa déception était cruelle et sa tristesse très profonde. Cette tristesse s'ajoutait à une autre tout aussi profonde, celle que causa l'annonce du décès de son père, grand patriote, annonce portée par un courrier miraculeusement arrivé au campement de son bataillon en avril 1954, en pleine bataille de Dien Bien Phu. Pour service exceptionnel rendu au royaume du Laos, le roi Sisa Vang Vong introduira le jeune lieutenant Jacques Cormier dans l'ordre royal du million d'éléphants. L'objectif de cet ordre, créé au début du XXe siècle, était, je cite, « d'honorer les hautes personnalités ayant rendu des services exceptionnels au royaume du Laos ». Je cite le texte accompagnant cette nomination, car il est chargé de plusieurs symboles forts pour les Laotiens. La cérémonie de décoration sera faite le 12e jour de la lune croissante du 12e mois de l'année du cheval, c'est-à-dire pour nous le 22 novembre 1954. Dans cet ordre, plus sérieux maintenant, dans cet ordre royal, les personnalités françaises contemporaines qui en sont membres, hors 2 diplomates, sont des officiers de très haut rang. On y trouve dans cette période le général de Gaulle, le général Bijard, le général Salan et le général Leclerc de Haute-Loc.
Jacques Cormier partira de Saïgon le 1er décembre 1954. Après 3 mois de pause ô combien méritée, il est affecté à Bayonne, mais détaché à Paris au Centre d'études asiatiques et africaines, où il suit de mars à juin la formation de la section Afrique du Nord et perfectionne par ailleurs sa connaissance de la langue arabe. Puis il est affecté au 2e bataillon de parachutistes coloniaux à Marrakech, qu'il rejoint par la Koutoubia via Casablanca le 5 août. Tandis que ce bataillon devient le 6e régiment de parachutistes coloniaux, il gagne ses galions de capitaine dans les durs combats du Rif marocain en novembre 1955. Après avoir reçu la médaille coloniale avec agrafe, la médaille commémorative de la campagne d'Indochine par décret du 1er août 1953, il reçoit par décret du 12 octobre 1956, après une nouvelle citation, la médaille des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Son régiment fait ensuite route vers l'Algérie. Il débarque à Alger le 11 août 1957. Après un mois au siège de l'infanterie de marine, il devient à partir d'octobre l'adjoint du commandant de la région de Blida. C'est dans cette fonction qu'il reçoit le 5 septembre 1958 sa 6e citation du général commandant le corps d'armée d'Alger. Permettez-moi de vous en lire un extrait montrant bien à la fois toutes les qualités de combattant stratège et toutes les qualités humaines et morales de Jacques Cormier. Officier de très grande valeur qui a fait preuve de belles qualités opérationnelles, d'une intelligence vive, d'un sens profond de l'humain et d'une activité inlassable, il s'est particulièrement distingué en juillet, août et septembre 1957 lors des opérations NC-15 dans le Djebel d'Ain Sefra et de Djefa, et encore plus particulièrement le 13 et 14 septembre à Bounamdes. Le général commandant le corps d'armée poursuit sa citation en disant « Depuis octobre, dans la région de Blida, grâce à son sens aigu de l'organisation, il a remarquablement conduit de pair la lutte antiterroriste et l'action psychologique. Ainsi, il a doublement réussi la destruction de l'infrastructure rebelle de Blida et, dans le même temps, obtenu des résultats humains régionalement fortement appréciés, car se traduisant pratiquement par la cessation des attentats et par l'amélioration des relations entre les Français de souche et les Français d'origine musulmane, comme le montre, à titre d'exemple parmi d'autres, la création par lui d'un foyer sportif très largement ouvert aux jeunes musulmans et actuellement en plein essor. Cette 6e citation comporte l'attribution, le 6 septembre 1958, de la Croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. À la suite du concours 1959, il est, début 1960, admis dans la 21e promotion de l'école d'état-major, comme nous le dit le journal officiel du 28 décembre 1959. Diplômé d'état-major, il arrive en mission spéciale à Madagascar, jeune république indépendante, pour être mis à disposition de l'armée malgache en tant que conseiller technique du commandant du 1er régiment d'infanterie de l'armée nationale malgache, régiment en cours de constitution. Particulièrement apprécié pour son efficacité et son grand sens humain, il est ensuite et très vite affecté comme conseiller pour les affaires militaires à l'état-major particulier du premier président de la République malgache, Philibert Tsiranana. C'est dans ces circonstances qu'il écrit à son frère. C'est dans ces circonstances je ne sais pas si je remets de la voix jusqu'à la fin, qu'il écrit à son frère Michel, je le cite, « Combien sont complexes les résolutions des problèmes résultant de la création et de la mise en place d'une armée dans un pays jeune où tout est à créer. Décrets, instructions et formations de base, règlements, équipements, recrutement des cadres, etc. » En reconnaissance de son action d'organisateur, ce même président de la République malgache l'élèvera 2 ans plus tard au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite de Madagascar, le 8 juin 1963. Ce même mois de juin, le capitaine Jacques Cormier est promu au grade de chef de bataillon, c'est-à-dire commandant, par décret du 29 juin 1963. Il vient d'avoir 38 ans. Il entre en France pour être affecté à l'inspection technique des troupes aéroportées et amphibies à Courbevoie en décembre 1963,
puis à la direction technique des armes et de l'instruction à Paris en octobre 1964, tandis qu'il est admissible à l'École supérieure de la guerre à la suite des épreuves écrites du concours d'admission de 1965, comme nous le dit le journal officiel numéro 37 du 13 février 1965 dans la page 1253. Le 21 septembre 1966, dans la Cour des Invalides, Jacques Cormier, 41 ans, est élevé au grade d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur par le général de corps d'armée Georges Canonne. Il est ensuite affecté à l'état-major de la première région militaire le 31 décembre 1966, avant d'être admis à sa demande à la retraite le 31 décembre 1968 à 43 ans. Il poursuit ensuite une carrière industrielle brillante à Paris au sein de l'entreprise Thomson CSF durant 20 ans. Longtemps après le décès de Monique, en 1994, il épousa Edwin de Matos, qui, avec tous leurs amis et leur famille, nous appelons Win, informaticienne américaine pleine d'humanité. Est-ce un deuxième signe du destin? Après le rôle historique du premier régiment de Jacques, le 99e RIA, il y a 250 ans, dans la guerre d'indépendance américaine, l'aïeul d'Edwina, Edwin Warms, aïeul à qui elle doit son prénom, jeune officier dans l'armée américaine, avait remarquablement combattu en France durant la guerre de 14-18, au point d'obtenir, outre les décorations de l'armée américaine, la Croix de guerre française, médaille qu'Edwina garde précieusement. Nous sommes très nombreux à pouvoir témoigner que Jacques et Win constituèrent un couple très chaleureux, ouvert sur le monde, curieux de toutes les civilisations, soucieux d'engagement et de bénévolat, tant dans les associations locales de Cône que dans les clubs-services internationaux ayant mission d'aider les autres. Jacques et Win, proches du frère cadet Michel Cormier et de son épouse Danielle, ont de nombreux amis en France, en Amérique bien sûr, en Europe, mais aussi en tant d'autres parties du monde. Jacques nous laisse l'image d'un grand patriote exemplaire et sûr de la hauteur de ses engagements au point d'en accepter, dans les circonstances dramatiques qu'il a connues, tous les risques jusqu'au plus extrême. Son très fort caractère s'est forgé grâce à l'héritage familial plein de richesses humaines, grâce tout au long de sa vie à l'équilibre et la sérénité de ceux de toutes les générations qui l'entouraient et grâce à ses choix de carrière qui lui ont fait côtoyer tant de grands noms de chefs militaires charismatiques qui ont si positivement marqué, dans cette période troublée, l'histoire de notre pays. Ceux qui ont bien connu Jacques savent combien étaient grandes ses qualités humaines, ses capacités d'écoute, sa bonté, son attachement aux valeurs essentielles ou encore sa générosité. Parmi ces qualités humaines, on doit aussi citer son goût et sa capacité à communiquer, sa connaissance de l'anglais, de l'allemand, de l'annamite et de l'arabe, contribuant fortement à l'efficacité de son action dans ses différents postes. Aucun n'oubliera non plus sa très grande modestie, son humour et plus largement sa très grande intelligence. Très chaleureux merci à Edwina, qui l'accompagnait jusqu'au dernier instant. Elle m'a fait l'honneur d'être tout près aussi. Elle m'a permis de m'exprimer devant vous sur un homme que nous admirons profondément. Merci à Michel, le jeune frère bien-aimé de Jacques. Toutes nos condoléances renouvelées et nos salutations vont à tous les membres de la famille. Je ne peux pas terminer sans exprimer ma reconnaissance aux différents services du ministère des Armées et à ceux de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. À Paris, à Vincennes et à Pau, ces services m'ont permis de compléter et de relier les informations parcellaires issues de mes échanges personnels avec Jacques. Je suis sûr que tous, vous vous associez à Win Cormier et à moi pour dire toute notre reconnaissance au général d'armée Bernard Torette, Saint-Cyrien comme Jacques, chef de cabinet militaire de 2 ministres de la Défense, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, conseiller d'État en service extraordinaire, qui nous a fait le très grand honneur d'accepter de présider cette cérémonie.
Grand merci aussi à Gilles Gillonnier, le maire de Caunes, qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui, à son adjoint Bernard Liénard. Ce merci va aussi vers les services municipaux et notamment l'aide pratique que nous a apportée Christophe Delecourt, qui est là-haut, aide qui nous fut précieuse. Dans toute notre profonde reconnaissance va à toutes les personnalités militaires et civiles qui, dans un contexte pourtant compliqué aujourd'hui, sont présentes pour contribuer fortement à la solennité de cet hommage. Un très grand merci aux porte-drapeaux qui ont apporté à la mémoire de Jacques Cormier le salut de nos plus grandes associations militaires et civiles. La même reconnaissance s'adresse très chaleureusement aussi à tous les parachutistes présents et que, dans un instant, je vais solliciter pour un moment fort de cette cérémonie. Avant cela, je renouvelle l'invitation d'Edwin Cormier à ceux qui le souhaitent pour nous retrouver dans quelques minutes pour un échange amical dans les locaux du restaurant M, à 250 mètres d'ici, au confluent de la Loire et du Nohain. Merci de continuer d'y prendre les précautions d'usage. Cependant, avant de quitter cette pièce, au-delà des croyances de chacun et en cette période de Saint-Michel, patron des parachutistes, je vous invite à vous recueillir en écoutant et en vous associant à l'émouvante prière des parachutistes. Messieurs les parachutistes, c'est la fin de la cérémonie, je le fais.
Bon, ben la cérémonie est terminée. Je vous remercie tous. Je voudrais juste préciser une chose semi-historique. Les paroles du chant des parachutistes que nous venons de nous évertuer à chanter ensemble ont été écrites par l'aspirant Zirneld, mort en Libye. Et l'aspirant Zirneld était juif. Vous voyez les belles paroles qui ont été écrites, que tout le monde croit qu'elles sont entre guillemets très chrétiennes. L'aspirant Zirneld était juif.